Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation de l'Argus de l'assurance. Si Julien veut bien passer à la slide suivante, l'Argus de l'assurance formation, ce sont plus de 2000 stagiaires formés, excusez-moi, une coquille, formés en 2025 et non plus en 2020. Mais bien, et toujours 150 programmes de formation, plus de 400 sessions chaque année diffusées, compatibles DDA, des formations en présentiel ou en distanciel sur des thématiques variées, le risk management, l'intelligence artificielle qui nous touche tous, quel que soit notre secteur ou notre profession depuis maintenant plusieurs mois, voire années. La finance, la réglementation, la distribution, le digital. Donc voilà, je vous mettrai dans la conversation le lien vers notre nouveau catalogue 2026 qui est tout frais, qui vient de sortir, afin que vous puissiez consulter toutes ces rubriques et toutes les formations que nous proposons à travers les différentes rubriques que je viens de vous citer. Je vous ai parlé de DDA. Nous avons effectivement depuis maintenant plusieurs années cette plateforme e-learning Visa DDA, qui permet de répondre à l'obligation de formation, aux 15 heures de formation obligatoire dans ce cadre-là. Donc voilà, c'est une plateforme sur laquelle vous avez un certain nombre de modules de formation, accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur des contenus qui, vous, en tant que distributeur de produits d'assurance, vont bien évidemment vous intéresser, et c'est un des sujets qu'on va aborder ce matin. Donc voilà, une formation d'excellence, animée par des formateurs experts dont le cabinet Lowins et Julien en particulier font partie, qui vont vous guider à travers des formations telles que DDA et vente de produits à distance, les actualités de tout ce qui est ACPR et notamment sanctions prononcées par les CPR. Il y a de la jurisprudence régulière qui vient alimenter ces modules, la protection de la clientèle, le risk management. Et puis, vente à distance et démarchage téléphonique, sujet qui va nous intéresser ce matin. Et c'est donc dans ce cadre que nous recevons avec grand plaisir le cabinet Lowins, qui est un cabinet indépendant qui propose à ses clients, assureurs, banquiers, distributeurs, qui couvre toutes les branches du secteur assurantiel, une assistance juridique complète. Et c'est les personnes de Julien Besserman et Céline Lemoux qui vont se présenter que nous allons aborder ce sujet des attentes de la CPR pour la distribution de contrats d'assurance par téléphone. Vous le savez mieux que quiconque, ce démarchage téléphonique est de plus en plus réglementé. Qu'en est-il aujourd'hui? Quelles sont les attentes auxquelles vous allez devoir faire face en cette fin d'année et en 2026 qui vont sans doute encore restreindre ces possibilités? Donc, Julien et Céline sont là pour nous en parler. N'hésitez pas tout au long de leur intervention à poser vos questions grâce au petit module questions avec un petit point d'interrogation que vous avez sur le menu GoToWebinar et je les leur relayerai en fin d'intervention. Julien, Céline, merci encore d'être à nos côtés ce matin. Je vous laisse la parole. Bon webinaire à tous et à tout à l'heure pour les questions. Bonjour à tous, on vous remercie d'être là. Il y a beaucoup d'inscrits, on est super contents. On a vu du juridique, on a vu des distributeurs, des commerciaux, même des formateurs et des confrères. Vraiment, c'est super que vous soyez tous là. Une petite minute d'auto-promo. Le cabinet Lowins, c'est un cabinet qu'on a créé avec Céline et Valentin il y a maintenant 8 ans, où on couvre la quasi-totalité des secteurs et des branches d'assurance, aussi bien en assurance de personnes qu'en responsabilité civile. D'autant plus qu'on a également été rejoint il y a quelques semaines par Stéphanie Simon en qualité d'associé qui vient rajouter une compétence construction risque industriel. Donc maintenant, le cabinet a une palette extrêmement large d'interventions, parmi lesquelles distribution d'assurance évidemment, conformité, courtage, ACPR, tout ça c'est le quotidien du cabinet qui intervient toujours exclusivement du côté des institutionnels du monde des assurances. On n'intervient pas pour les particuliers et on fait essentiellement du contentieux et du conseil, un peu de formation et un peu de détachement en entreprise, qui est une formule par laquelle on vient assister
dans les directions juridiques lorsqu'il va manquer 1, 2, 3 juristes parce que démission, congé, etc. Voilà. Je vous passe la photo qu'il faut que je change et la présentation parce que vous savez qui nous sommes si vous êtes là. On vous remercie encore et on passe dans le vif du sujet. Le sujet, c'est globalement la position ACPR sur la distribution par des succursales à l'étranger. Pour que ça soit un petit peu dynamique, on s'est dit qu'on allait le faire à deux avec Céline. Moi, je vais dérouler le support, dérouler les slides et elle va m'interrompre pour dire des trucs intelligents. J'espère que ça vous plaira, que ça sera un petit peu dynamique et puis on répondra en questions à la fin. Donc, c'est parti. Sommaire, 4 grands thèmes. Quel est le contexte général dans lequel vient s'inscrire cette position de la CPR? Contexte distribution, contexte distribution par téléphone et avec toute la multiplication des règles que vous connaissez sur le sujet depuis bientôt 5 ans. Il y a eu des sanctions ACPR, il y a eu des sanctions de la DGCCRF, il y a eu des lois successives qui ont modifié le paysage de la distribution par téléphone. Donc c'est un petit rappel, j'allais dire historique. Puis ensuite, la position de la CPR, qu'est-ce qu'elle a dit dans cette position de septembre 2025? Ensuite, un décryptage, dans quelle mesure on estime que certains points sont contestables ou incontestables, discutables ou pas discutables, un petit peu quel est notre avis et les avis qu'on a pu recueillir sur la place, sachant qu'il reste quelques zones d'ombre, mais on en parlera tout à l'heure. Et le dernier point, à destination des services conformité, qu'est-ce que je fais de cette position ACPR? Qu'est-ce que moi, je mets en place si je suis dans un groupe où il y a des entités en France et des entités à l'étranger qui font de la distribution pour être conforme ou en tout cas le plus conforme possible. Alors, éléments de contexte. D'abord, un rappel rapide du cadre réglementaire. Le cadre réglementaire applicable aujourd'hui, c'est l'article L112.2.2 du Code des assurances qui a instauré ce qu'on a appelé la vente en deux temps. Dans quoi, ou plutôt à la suite de quoi cette loi vient intervenir? Eh bien, à la suite de tout ce qu'il y a dans le petit encadré sur le côté, un avis du comité consultatif du secteur financier, des décisions ACPR que vous connaissez si vous nous suivez sur LinkedIn et si vous suivez les formations, car on en a parlé, décision Provitalia, décision Viva Conseil, et des publications ACPR diverses et toutes les lois et réformes qui sont intervenues depuis 2020. Le dernier état de la réglementation impose d'abord de recueillir le consentement explicite du client pour poursuivre un appel à caractère commercial, c'est-à-dire quand vous appelez le client, vous lui demandez « est-ce que vous êtes OK pour qu'on continue à discuter, pour que je vous vende un contrat d'assurance ». Deuxième élément, la vente en deux temps. Obligation de maintenir un délai de 24 heures avant toute souscription entre deux appels. Pourquoi? Pour laisser au client le temps de réfléchir, avec une exception que vous connaissez, qui est celle de l'appel sollicité. L'appel sollicité, c'est quoi? C'est si le client vous appelle et dit « Eh ben, coucou, en fait, c'est moi qui veux souscrire ce contrat par téléphone, les règles sont simplifiées et vous pouvez notamment lui envoyer les documents contractuels après avoir pris son accord. » Après avoir recueilli son consentement. Mais c'est la seule exception. Le cas classique, les documents sont envoyés avant. On laisse 24 heures et on recueille le consentement après. Et c'est là-dessus que Provitalia et Viva Conseil avaient été tapés avec des mécanismes qu'ils avaient mis en place que la CPR avait estimé être des contournements du mécanisme de l'appel sollicité. Donc, transmettre la documentation contractuelle, enregistrer les appels et les conserver pendant 2 ans, respecter les horaires de prospection qui sont
donné dans la réglementation. Globalement, on appelle dans les heures ouvrables et pas plus de 4 fois sur 30 jours. Dernier élément qui était important parce que les sanctions tombent assez régulièrement, c'est Blocktel. Blocktel, c'est l'organisme sur lequel un particulier peut s'inscrire en disant « je ne veux pas qu'on m'appelle pour qu'il y ait du démarchage téléphonique ». Et donc, l'obligation que vous avez de votre côté quand vous lancez des campagnes de démarchage téléphonique, c'est évidemment de passer votre fichier de contact à la moulinette de Blocktel et d'y extraire tous les gens qui ne veulent pas être appelés parce que sinon, les sanctions tombent. Modification par la loi du 30 juin 2025 qui entre en vigueur le 11 août 2026. Alors qu'avant, on était sur un mécanisme dit d'opt-out, je m'inscris sur Blocktel pour sortir du démarchage. La règle change et ça devient de l'opt-in. On ne peut pas démarcher par téléphone un consommateur, sauf s'il n'a pas exprimé préalablement son consentement à faire l'objet de prospection commerciale. L'opt-out devient l'opt-in. Maintenant, pour appeler, je dois avoir le consentement, alors qu'avant, il y avait une sorte de consentement par défaut, sauf Blocktel. Ben là, c'est l'inverse qui est mis en place. Donc, effectivement, ça change un peu le cadre. Un point dans cet article sur le consentement, article, on le verra, code de la consommation, et Céline vous en parlera. L'article précédent, ici, code des assurances. Cet article-là, code de la consommation, et ça va poser un problème juridique. Donc, je reviens sur le consentement. Consentement libre, spécifique. Spécifique, ça veut dire que ça ne peut pas être un consentement générique, ça ne peut pas être un consentement général, et il faut que ça résulte d'un acte positif clair. Autrement dit, il faut vraiment que le consommateur ait une pleine conscience de s'engager, ou plutôt d'accepter à être démarché. On retrouve l'exception contrat en cours, qui est une exception qui dit si un contrat en cours, eh bien effectivement, on peut l'appeler parce que on l'appelle pour lui parler de le contrat qu'il a déjà et ce n'est pas complètement du démarchage, et des sanctions que je n'ai pas repris, que vous retrouverez, mais qui sont de trois natures. Nullité du contrat. Donc, nullité du contrat juridiquement, ça veut dire faire comme si le contrat n'avait pas existé, restituer ce qu'on a perçu. Des sanctions également possibles de la DGCCRF et des sanctions pénales, autant dire que les sanctions sont lourdes. Reste une question sur laquelle Céline va intervenir. On a donc deux textes. Un texte spécial, qui est celui de la vente en deux temps. Spécial, un texte code des assurances. Et un texte général, code de la consommation, qui dit ah ben non, en fait, ce n'est pas de la vente en deux temps, c'est interdiction du démarchage, sauf consentement. Donc moi, Céline, je te pose la question, à ton avis, comment ces deux textes vont s'articuler? Alors, Julien a commencé par indiquer que j'allais fournir des indications intelligentes. Malheureusement, j'aimerais pouvoir te répondre, Julien, par un oui ou par un non, ou plus exactement, primauté du code des assurances ou primauté du code de la consommation, et on n'en parle plus. À ce jour, personne, quand je dis personne, aucune autorité, et évidemment en premier lieu la CPR, ne s'est positionnée sur l'articulation de ces deux textes. Alors, quand on raisonne, il y a plusieurs approches possibles. La première approche possible, c'est de dire cumul. Cumul, pourquoi? Parce que ce que dit, ma foi, le Code des assurances et ce que dit le Code de la consommation, ce n'est pas contradictoire. Le Code des assurances nous dit quand l'appel n'est pas sollicité ou quand il n'y a pas eu un consentement express de la personne pour être contactée pour un contrat, pour la souscription d'un contrat, à ce moment-là, vous êtes obligé de passer par la vente en deux temps. Le Code de la consommation dit maintenant que la personne est sollicitée ou pas sollicitée, de toute manière, vous devez avoir recueilli un consentement express préalable. Il n'y a pas d'incompatibilité majeure entre ces deux textes. Donc, la première position, c'est le cumul. Le cumul, ce qui voudrait dire, donc, évidemment, vous
double peine quasiment pour ceux qui pratiquent le démarchage par téléphone. Mais donc, comment ça se passe? Eh bien, d'abord, il faut s'assurer que la personne a consenti expressément, exigence du Code de la consommation, à être contactée pour lui proposer un contrat d'assurance. Et ensuite, quand elle y a consenti, à ce moment-là, on lui propose le contrat d'assurance, mais on respecte les deux étapes. La deuxième solution, c'est de se dire, eh bien, c'est le dernier texte qui prime, donc le Code de la consommation qui primerait sur le Code des assurances. Je crois honnêtement que c'est probablement pas l'approche à privilégier. C'est probablement pas l'approche à privilégier, même si c'est celle qui, dans le temps, pourrait être la plus logique, parce qu'on a quand même déjà cette notion de consentement qui est devenue un pivot de la réglementation Code de la consommation dans l'article du Code des assurances. Donc, je ne crois pas qu'on puisse s'abriter derrière cet article général du Code de la consommation qui reprend notamment partiellement la notion du consentement pour dire, eh bien voilà, il viendrait faire disparaître purement et simplement le texte du Code des assurances qui, sur un certain nombre de points, est plus exigeant et plus protecteur des intérêts du consommateur. Donc, pour moi, on n'est pas sur cette approche à privilégier, mais à ce stade et au jour où on se parle, ça pourrait être une lecture. Et puis, la troisième, qui est un principe juridique qu'on connaît bien quand on est juriste, qui est qu'en principe, le spécial déroge au général. Bon, donc, le Code des assurances pourrait déroger au Code de la consommation et donc on resterait exclusivement sur le régime tel que nous le connaissons aujourd'hui. Pas de boule de cristal. Non, je vous laisse trancher. Ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, si vous optez pour le cumul, vous ne prendrez aucun risque. C'est très lourd et dans un certain nombre de situations, finalement, c'est susceptible de faire double emploi. Est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'en réalité, en restant sur la réglementation Code des assurances, qui est tout aussi protectrice des intérêts du consommateur, on ne va pas finalement répondre aux attentes du législateur telles qu'elles sont aujourd'hui? C'est pas exclu. Maintenant, tant que nous n'avons pas de position, la prudence est de mise et donc un cumul pourrait être la meilleure des positions à adopter. C'est pas sûr que c'est ça que vous vouliez entendre. Néanmoins, effectivement, c'est a priori la position la plus sécure. Un mot sur le cadre réglementaire dit du passeport européen. Très rapidement, le passeport européen, c'est quoi? C'est la liberté d'établissement et la libre prestation de services. C'est un principe selon lequel une société de l'Union européenne et par extension de l'EE, l'espace économique européen, peut intervenir sur n'importe quel autre territoire du dit espace. Évidemment, ça ne fonctionne pas pour les entreprises hors EE. Je ne peux pas distribuer depuis l'extérieur de l'Union européenne vers la France. On a donc une réglementation qui est lourde. Un, on l'a vu sur le démarchage téléphonique et la vente à distance, et deux, sur les règles européennes d'installation. Peut-être sur le fait que pourquoi est-ce qu'en fait, en réalité, une entreprise établie hors de l'espace économique européen ne peut pas distribuer aujourd'hui en France? C'est bien tout simplement parce que, vous le savez tous, pour pouvoir distribuer des produits d'assurance en France, quand on est courtier ou en tout cas distributeur, et là je mets de côté évidemment les assureurs qui n'en ont pas besoin, il faut être immatriculé à l'ORIAS. Et pour être immatriculé à l'ORIAS, l'une des conditions requises, c'est d'avoir donc son siège social en France. Si on n'a pas son siège social en France, on ne peut pas être immatriculé à l'ORIAS. Alors on peut, lorsqu'on a son siège dans un État de l'espace économique européen, bénéficier du passeport qui est également prévu par les textes. Mais si on n'a ni un siège social en France, ni un siège social au sein de l'espace économique européen, alors on n'a pas d'immatriculation à l'ORIAS possible et on n'a pas de possibilité d'être immatriculé auprès de l'équivalent de l'ORIAS dans un autre État membre. Et donc, on ne peut plus, de fait, il n'y a pas de texte qui dise expressément la distribution est interdite à partir du moment où une entreprise est établie hors de l'espace économique européen. Mais comme ces entreprises ne peuvent pas répondre, satisfaire aux exigences pour
répondre à la réglementation qui permet de distribuer en France ou dans l'espace économique européen, et bien de fait, on se retrouve avec cette interdiction de distribution à partir d'une entreprise établie hors de l'espace économique européen. Et donc, ça va entraîner une importance de la notion de personnalité morale ou pas des structures qui interviennent depuis l'étranger. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'a constaté la CPR? Et c'est ça qu'elle dit dans sa position. Elle dit, ben moi je vois qu'il y a certains intermédiaires qui recourent à des structures à l'étranger, des call centers, pour vendre n'importe quoi, n'importe comment, pour faire simple. Et la CPR va distinguer deux situations. L'intermédiaire qui dispose d'une succursale en dehors de l'espace économique européen. Et donc, succursale, ça veut dire d'une entité qui n'a pas de personnalité morale, et c'est important. Et le deuxième cas, les intermédiaires qui recourent à des centres d'appel non européens. Et là, on voit qu'elles visent les structures qui ont une personnalité morale et qui sont installées à l'étranger. Ouais, je dirais qu'en réalité, il y a trois cas et pas deux. Parce que dans les intermédiaires qui recourent à des centres d'appel qui ne sont pas européens, en fait, il y a deux schémas possibles. Il y a le premier schéma qui consiste à recourir à un centre d'appel dont le siège social est situé en France et d'avoir ensuite, par le biais du centre d'appel qui est le partenaire commercial de l'intermédiaire, accès à son staff, si je puis dire, qui lui est délocalisé hors de l'espace économique européen à travers une succursale du centre d'appel. Donc, on comprend bien, et là, on s'inscrit dans un schéma qui peut répondre, sous certaines précisions sur lesquelles on reviendra après, qui peut répondre à la réglementation, puisqu'on a bien la distribution à travers un centre d'appel dont le siège social est en France, même si, en pratique, ce sont des salariés d'une succursale hors espace économique européen de ce centre d'appel qui vont opérer. Et puis, le deuxième cas de figure, qui là est incontestablement illégal, mais qu'on a vu évidemment fleurir ces dernières années. Dans un premier temps, ce sont les centres d'appel français qui avaient délocalisé une partie de leur staff à l'étranger qui opéraient pour les intermédiaires. Et puis ensuite, ce qu'on a vu se produire, c'est qu'à l'étranger, hors de l'espace économique européen, il y a un certain nombre de sociétés qui se sont dit « Ah bah tiens, moi j'ai qu'à aller faire comme celui d'à côté, la succursale du centre d'appel français ». Sans réaliser que oui, mais à partir du moment où eux-mêmes n'étaient pas une succursale d'un centre d'appel qui avait son siège social en France, ils ne pouvaient pas licitement distribuer de l'assurance en France. Et il y a un certain nombre d'intermédiaires qui eux-mêmes n'ont pas réalisé qu'en recourant à ces centres d'appel qui étaient, eux, des centres d'appel véritablement non européens, c'est-à-dire plus succursales d'un centre d'appel français, eh bien, ils n'étaient pas dans le respect de la réglementation. Et donc, aujourd'hui, on a trois schémas. La succursale située hors de l'espace économique européen du distributeur lui-même, ou alors le recours à des centres d'appel avec deux hypothèses. Le centre d'appel ayant son siège social en France, qui a une succursale hors de l'Europe, sur lequel il n'y a pas de difficulté particulière, en tout cas, il n'y a pas d'interdiction de principe de recourir à ces services. Et en revanche, le centre d'appel non européen, qui ne dépend pas d'un centre d'appel qui a son siège social en France ou sur le territoire de l'espace économique européen, et là pour lequel il y a une interdiction de recourir de principe à ces services. Et donc la CPR a constaté des manquements qui sont de deux ordres, des manquements relatifs à la protection de la clientèle. Vous savez, la protection de la clientèle, c'est la notion centrale, c'est la notion pivot de l'intervention de la CPR, notion par laquelle elle dit « moi, ma mission, c'est de protéger la clientèle ». Et tout ce qui conduira à ne pas ou à nuire aux intérêts de la clientèle entraînera une sanction. Et c'est ça que vous devez garder en tête lorsque vous mettez des dispositifs en place, ce qui déclenche les contrôles de la CPR, ce qui déclenche les sanctions de la CPR, c'est des manquements à la protection de la clientèle, c'est des trucs qui nuisent aux clients. Et ils ont constaté l'interprétation abusive de la notion d'appel sollicité, c'est ce dont on a parlé, les pratiques commerciales agressives,
c'est-à-dire on va vendre des garanties à finalité identique, on va vendre à des personnes vulnérables, on ne va pas faire attention au consentement, on va mal transmettre l'information, ça c'est la protection de la clientèle. Et deux, les manquements dont a parlé Céline sur les rapports entre l'entité étrangère et l'entité française, contrôle, gouvernance, statut juridique non conforme, et ce dernier point dont on va vous parler tout à l'heure, l'absence d'équilibre entre l'activité des établissements en France et les succursales à l'étranger. Il est 11h55, on avance. La position de la CPR, elle va rappeler plusieurs choses. La première chose sur laquelle on va passer assez vite, dans une chaîne de distribution, tous les acteurs sont impliqués et tous sont tenus de garantir le respect de la réglementation. Elle va dire deux éléments qui ont attiré l'attention, j'allais dire, de la place. Un, la succursale d'un intermédiaire d'assurance immatriculé en France, située dans un pays tiers, ne saurait être mobilisée pour la seule distribution des contrats d'assurance pour des risques situés en France. Et deux, une société établie hors EEE, exploitant un centre d'appel, n'est pas autorisée à distribuer des contrats. C'est là-dessus qu'on va revenir. Deuxième chose, comme il est déjà 11h56, je vais passer rapidement, mais l'idée c'est les animateurs de réseau doivent contrôler les partenaires, ses partenaires, et les assureurs en qualité de concepteur, essentiellement, puisque peut être concepteur au sens de la gouvernance des produits, tant l'assureur que le distributeur, mais c'est quand même surtout l'assureur, là aussi doit contrôler tous les intervenants. Ça vient s'inscrire dans un contexte large dans lequel la CPR dit aux assureurs notamment, mais aussi aux animateurs réseau, aux courtiers grossistes, vous ne pouvez pas donner une convention de distribution à n'importe quel distributeur sans le contrôler. Vous devez vérifier qui il est, vous devez vérifier ce qu'il fait, sans le contrôler au stade de l'agrément, au stade du moment où vous allez l'agréer comme distributeur de vos produits d'assurance. Vous devez, le contrôler, et puis ensuite, vous devez suivre son activité, faire des audits réguliers et s'assurer qu'il distribue les produits, vos produits, dans le cadre de la stratégie que vous lui avez donnée et dans le cadre de la respect de la réglementation. Il y a là-dessus, je vous renvoie une publication à CPR du 10 juin 2025 sur Praeconis qui dit ça de manière extrêmement claire. Attention à la sélection des distributeurs et attention au suivi du réseau. Alors, décryptage des positions de la CPR sur les deux points dont on a parlé. Recours à une filiale, donc une filiale qui a une personnalité morale, et que cette filiale est hors de l'espace économique européen, eh bien, la CPR dit les intermédiaires étrangers non européens ne peuvent se livrer à une activité d'intermédiation rémunérée sur le territoire français. Je n'ai pas le droit d'avoir une société qui a une personnalité morale établie hors de l'EE et qui distribue des produits d'assurance. C'est le cas des centres d'appel dont nous parlions tout à l'heure, qui ne sont pas des succursales de centres d'appel qui seraient établis au sein de l'espace économique européen, mais qui sont des centres d'appel à part entière, sociétés dans le pays depuis lequel ils existent. À la différence des succursales, donc succursales entités sans personnalité morale, là c'est possible puisque c'est rattaché. L'entité est rattachée à une entité immatriculée à l'ORIAS en France, avec les règles suivantes. Les salariés qui travaillent dans cette entité locale doivent respecter les règles du droit français, vente à distance, devoir d'information, capacité, formation, etc., mais également les dispositions de droit local. Donc c'est extrêmement lourd et c'est les attentes de la CPR. Ce sont surtout les dispositions du droit français qui sont la plupart du temps lourdes. Juste simplement pour comprendre pourquoi recours à une filiale impossible et pourquoi recours à une succursale possible, avec cette notion de quand il n'y a pas de personnalité morale sur place, alors il n'y a pas de difficulté. C'est tout simplement parce que juridiquement, quand on est en présence d'une succursale donc sans personnalité morale, les salariés qui sont rattachés à cette succursale sont en réalité des salariés de la société mère, celle qui est établie en France. Donc, on voit bien qu'on retombe dans, je dirais, le schéma
qui est autorisé de distribution de produits d'assurance par des salariés qui sont tout simplement réputés être les salariés de la société mère qui a son siège social en France. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a cette nécessité de respecter le droit français, parce qu'en réalité, ces salariés qui exercent depuis un pays qui n'est pas situé dans l'espace économique européen sont supposés exercer exactement comme exercerait un salarié situé en France ou dans l'espace économique européen et directement rattaché à la société. Alors, on a extrait 2 phrases de la position ACPR. La deuxième, on va la mettre de côté puisqu'on en a déjà parlé. Une société établie hors EE ne peut pas distribuer, pas de souci. La première, elle est plus délicate. La succursale d'un intermédiaire, donc on a vu que la succursale, c'était possible, située dans un pays tiers, ne saurait être mobilisée pour la seule distribution de contrats d'assurance pour des risques et engagements situés en France. Ce que dit là la CPR, c'est OK pour une succursale à la condition qu'elle ait une activité en France, mais également une activité sur le marché local. Bon. Alors, c'est la position de la CPR, c'est aussi, et en amont, la position d'un organisme que certains d'entre vous connaissent bien, qui est le IOPA, qui est un organisme européen qui a pour mission d'édicter un certain nombre de directives à destination des acteurs de l'assurance en Europe et d'éclairer notamment les textes issus de la réglementation européenne. Et notamment des régulateurs de toute l'Europe. Tout à fait. Et donc, le IOPA avant la CPR, et ça c'est important parce que vous avez bien compris que évidemment cette position de la CPR, elle pose un problème. Elle pose notamment un problème à tous ceux qui recouraient à des sociétés ayant leur siège social en France, centre d'appel, mais qui utilisaient pour la distribution de contrats leur succursale hors de l'espace économique européen. Pourquoi? Parce qu'il est clair, ça on va pas se mentir, il est clair qu'il y a beaucoup des succursales de ces centres d'appel français ou européens qui, en réalité, n'exercent que pour les marchés étrangers et n'ont pas d'activité de distribution locale. Et donc, malheureusement, ça remet en cause un certain nombre de situations dans lesquelles, justement, les distributeurs recouraient à ces centres d'appel. Donc, tout le monde, en tout cas une partie de la place s'est émue de cette position de la CPR et s'en est émue d'autant plus que c'est vrai que quand on regarde les textes, et ça c'est important quand même de le rappeler, il n'y a rien en droit français qui nous dise attention, une succursale doit d'une société immatriculée en France, par exemple, doit évidemment avoir avant tout, pour avoir légitimité, une activité dans le pays dans lequel elle est installée. Il faut le savoir, il y a très peu de textes qui régissent le droit français et la succursale. On en parle dans le Code du commerce notamment, mais finalement très peu. Et il n'y a surtout aucun texte qui nous dise, ni en droit français, ni d'ailleurs en droit européen, qu'une succursale, pour pouvoir être régulièrement constituée ou opérer régulièrement, devrait avoir principalement et avant tout une activité dans son pays local. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, tout le monde s'est un peu ému en disant mais en plus, d'où ça sort? Alors, élément de réponse, c'est la position de la CPR, mais c'est aussi, et avant la position de la CPR, la position de l'EIOPA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on peut évidemment se dire que cette position de la CPR, elle est évidemment discutable, elle est susceptible d'être combattue, et même se dire on ne va rien changer à nos modes de distribution, et puis si on se fait toper par la CPR, et qu'on a une sanction de la CPR, on ira devant le Conseil d'État discuter de la légitimité de cette sanction et donc on essaiera de combattre cette position. C'est évidemment tout à fait envisageable d'un point de vue juridique. Je ne peux d'ailleurs pas vous garantir qu'un tel recours devant le Conseil d'État
échouerait s'il était effectué. Ce n'est pas nécessairement le cas, parce qu'encore une fois, il y a incontestablement un vide juridique et donc une position de la CPR qui est discutable. Et c'est vrai que si on ajoute le fait que c'est aussi la position de l'EIOPA, bon, cette position de la CPR, elle n'est plus totalement isolée. On comprend qu'on est sur une position qui est en réalité une position plus ou moins européenne. Ça, c'est le premier point à avoir en tête dans sa réflexion de quid de l'avenir de cette position et notamment de cette phrase choc. Et puis, le deuxième point peut-être à avoir en tête, c'est de se dire, mais pourquoi? Pourquoi cette position-là? Et cette position-là, en réalité, elle répond à deux choses. Elle répond à une première chose qui aura évidemment sauté à l'évidence de tous, c'est qu'on est en train de se dire que, bon, si la succursale, elle est constituée à l'étranger, mais que pour opérer en France, on se demande dans quelle mesure on n'a pas une sorte d'abus de droit. Donc, avec toutes les limites juridiques de la notion de l'abus de droit, mais derrière une rupture de la concurrence, etc. etc. Bon, ça, c'est un premier point. Donc, est-ce qu'on peut laisser ceux qui pourraient être considérés comme étant constitutifs d'un abus de droit, même si on sait que l'abus de droit est très peu reconnu en droit français. Mais on a un deuxième point qui est très important, qui est de se dire, mais oui, mais c'est vrai que d'un autre côté, cette succursale qui n'a qu'une activité en France, ou en tout cas en dehors du pays où elle est établie, et qui opère, le cas échéant, que pour cette... quid si, notamment, cette succursale ne peut plus exercer? Parce que dans le pays où elle est établie, qui sont souvent des pays où il y a... Il faut penser notamment à Madagascar, des pays où il y a une certaine instabilité politique et donc des entraves potentielles à l'exercice de l'activité. Et si la succursale du jour au lendemain ne peut plus exercer, ça va poser un problème pour l'intermédiaire qui recourt à ces services et qui, lui, est situé en France, notamment dans la continuité de l'activité. Je vous rappelle qu'il y a quand même un principe qui, lui, est un principe législatif, réglementaire en l'occurrence, qui est l'obligation de s'assurer pour un distributeur d'assurance de la continuité de la fourniture de ces services en cas de difficulté. Et on comprend bien que là, on a un sujet pour un intermédiaire qui recourrait à une succursale qui assurerait l'intégralité de sa distribution à l'étranger, c'est se dire, si demain, cette succursale ne peut plus l'effectuer, et bien à ce moment-là, l'intermédiaire se retrouve dans une situation où il ne peut plus lui-même assurer la continuité de son activité. Donc, on voit qu'il y a, et ça fait partie, mais il y en a d'autres, ça fait partie des arguments qui militent en faveur de ce qu'il n'est pas certain que cette position de la CPR, même si elle découle d'aucun texte juridique à proprement parler, si elle était combattue, notamment devant le Conseil d'État, soit remise en cause parce qu'elle répond en revanche à des impératifs qui sont aujourd'hui des impératifs de gouvernance des distributeurs d'assurance. Bon, 4 points rapides. On vous rappelle que la CPR n'a pas réellement de pouvoir normatif, mais ils ont quand même un pouvoir de nuisance pour les distributeurs. Filiales, succursales et exigences de contrôle, on en a parlé. Quelles mesures mettre en place? En 2 mots, on l'a dit, la société française doit avoir une activité réelle et l'entité locale doit avoir une activité dans son propre pays. C'est aujourd'hui ce qu'attend la CPR avec les réserves posées par Céline. Une gouvernance appropriée par l'entité française, ça veut dire que l'entité locale doit être dirigée, doit être menée depuis la France, et puis surtout mise en place de contrôle de l'entité locale, et notamment formation, devoir de conseil, règles de capacité professionnelle, ça c'est des choses importantes. Un point sur lequel on revient peut-être pas assez souvent, mais il faut veiller que les distributeurs notamment aient une assurance responsabilité civile professionnelle qui couvre les conséquences de son activité réelle. Et parfois, l'assurance, le plafond d'assurance annuel imposé par la réglementation ne suffit pas et vous avez l'obligation d'aller en chercher un petit peu plus si votre activité le justifie. Et côté assureur aussi, lorsqu'on a côté assureur, côté concepteur dans le cadre de la gouvernance des produits, c'est un point que vous devez envisager.
dans vos stratégies de distribution. Et c'est un point qu'il faut évoquer dans la politique gouvernance des produits parce que ça n'est pas neutre. Peut-être simplement une précision sur les contrôles qui est vraiment, à notre sens, le nerf de la guerre aujourd'hui, parce que le constat de la CPR et ce qui a mené à sa position de septembre 2025, grosso modo, c'était de dire, quand tout se passe à l'étranger, finalement, il n'y a personne et en premier lieu, pas d'autorité de contrôle pour aller voir exactement comment ça se passe à l'étranger. Nous, on constate que souvent, les choses sont quand même pas très bien faites. Et aujourd'hui, du coup, comme nous, on ne peut pas aller sur place, aller vérifier ce qui se passe à l'étranger, on attend des acteurs qui sont les entreprises d'assurance d'une part, les courtiers grossistes de seconde part et les distributeurs directs de troisième part, qu'ils contrôlent les activités des succursales auxquelles ils recourent à l'étranger. Et donc, ce contrôle, ça veut dire quoi? Ça veut dire, à notre sens, deux choses qui sont essentielles. La première, c'est que, vous le savez, notamment pour tout ce qui est vente par téléphone, aujourd'hui, il faut un enregistrement téléphonique pour répondre aux attentes de la réglementation. On sait qu'en pratique, cet enregistrement téléphonique, la plupart du temps, il est réécouté quand il l'est, ce qui n'est pas systématiquement le cas, par la succursale elle-même. C'est-à-dire que vous avez dans les contrats de partenariat qui sont passés avec, quand vous recourez au service notamment d'un centre d'appel, donc le centre d'appel qui est situé en France, vous passez un contrat de partenariat et vous lui dites attention, si vous faites travailler votre succursale à l'étranger, je veux que vous vous assuriez que les conversations soient bien enregistrées, qu'il y ait un contrôle des enregistrements effectués. Bien, je crois qu'il faut, et jusqu'à maintenant, le contrôle, il était quasiment systématiquement effectué au sein de la succursale qui se trouvait à l'étranger. Je crois qu'il faut songer, ça c'est l'une des premières probablement choses à mettre en place, il faut songer à relocaliser, si je puis dire, les contrôles et à se dire, à partir de maintenant, si vous ne le faisiez pas, nous allons nous-mêmes procéder à l'écoute, en tout cas d'un certain nombre des enregistrements téléphoniques. Ça, c'est l'une des premières mesures concrètes à mettre en place, si ce n'est déjà fait, parce que c'est finalement probablement le meilleur moyen d'aller vérifier comment la vente est effectuée par la succursale. Et puis, il y a évidemment un deuxième contrôle auquel on pense quasiment dans la foulée, c'est celui du suivi des réclamations. Il faut, vous savez, de toute manière, il y a une obligation de suivi des réclamations qui est posée par la seconde recommandation de la CPR sur le traitement des réclamations. Mais il faut se dire que quand on recourt comme ça à une activité de distribution de contrats d'assurance effectuée par une succursale à l'étranger, il faut accorder une importance accrue à la surveillance des réclamations, au suivi des réclamations. Et puis, derrière, est-ce que ça, c'est indispensable pour montrer que le contrôle est effectué, mettre en place un système de sanctions. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a la plupart du temps un suivi des réclamations qui est effectué, plus ou moins bien, mais que derrière ce suivi, rien ne se passe, ou alors simplement une remontée. Bon, c'est évidemment pas suffisant. Quand la CPR vous dit allez contrôler ce que fait l'entité locale, contrôler ce que fait l'entité locale, ça veut dire que si on se rend compte que ce qu'elle fait, c'est mal, il faut savoir la sanctionner. Et donc là, il faut songer à adopter dans vos politiques une série de sanctions qui seront mises en place en fonction de ce que vous pourrez découvrir à travers l'écoute des enregistrements téléphoniques, à travers le suivi des réclamations comme non-conformité. Céline, les réclamations, il y a également le taux de chute, le taux de renonciation, évidemment, qui est un élément extrêmement important parce que ça vient très vite. Et si on voit qu'il y a beaucoup de renonciations, ça peut être un indice. C'est un des marqueurs essentiels. Voilà, on conclut donc en disant que une plateforme offshore, oui, pour réduire les coûts, mais que la CPR dit OK pour la réduction de coûts, mais sans impacter le respect de la réglementation. Comme elle a pu dire à une époque, OK pour le devoir de conseil par informatique et vente en ligne, mais sans réduire la qualité du conseil, c'est la même chose. L'objet, ça ne doit pas être de contourner la réglementation applicable en France. Et puisque des manquements à ces règles entraînent des violations de la protection de la clientèle,
eh ben, la CPA fera attention et les contrôles vont tomber de manière de plus en plus importante et les sanctions vont tomber comme elles sont tombées sur Praeconis, sur Provitalia, sur Viva Conseil à l'époque. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, il est 12h45, vous avez explosé le nombre de participants parce que vous êtes 200 et c'est vraiment beaucoup. Nous, on a explosé le temps. Laurence, est-ce qu'il y a une petite question pour finir? Allez, je vais prendre les questions. C'était surtout au début. Vous étiez au niveau de la slide, des slides 9, 10, 11. Donc, je vais essayer de condenser un petit peu. Je pense qu'on a mais peut-être que vous l'avez explicité par la suite, mais que les gens ont besoin d'un tout petit peu d'éclairage sur ce qu'on entend par consentement spécifique. Sur appel sollicité, appel consenti. Voilà, le gros des questions ont porté là-dessus au début de votre intervention. Est-ce que ce consentement spécifique à l'objet de l'appel, c'est-à-dire précision de la nature de l'offre pour laquelle on prospecte le consommateur, est-ce que un appel consenti, c'était un appel suite à une prise de consentement du prospect à être appelé? Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de petit flou sur toutes ces notions. Alors effectivement, c'est le cœur du sujet et le gros des sanctions ACPR, Provitalia, Viva Conseil. Alors je vais vous parler par exemple moi de l'appel consenti. Qu'est-ce qu'avaient fait ces sociétés? Elles appelaient une première fois l'assuré ou en tout cas le prospect en disant bonjour, chez Viva Conseil, est-ce que vous êtes OK pour que je vous vende un contrat d'assurance? Le monsieur dit oui. OK, je vous rappelle. Viva Conseil raccroche et rappelle. Ah bah vous avez consenti à l'appel téléphonique. L'appel téléphonique, enfin la vente est à votre initiative puisque vous êtes d'accord pour que je vous rappelle. Et à partir de là, il faisait une vente en un temps, en prenant le consentement et en envoyant les documents après. La CPR a dit non, là vous contournez la réglementation. Ce qu'on vous dit, c'est que vous ne pouvez faire ça, c'est-à-dire envoyer les documents après et prendre le consentement avant, qu'à la condition sine qua non, qui est une réelle volonté du souscripteur, du prospect, une vraie démarche. C'est le cas du bonhomme qui achète une voiture, qui appelle son agent général et qui lui dit « Allô Michel, je vais sortir de la concession automobile, je veux un contrat d'assurance ». Bim bam boum, en 5 minutes, c'est réglé parce que le prospect a manifesté vraiment sa volonté de souscrire un contrat d'assurance. Ce n'est pas du démarchage. Ce qu'avait fait Provitalia à l'époque, la CPR a dit bah non, vous nous prenez pour des idiots à monter un mécanisme qui, j'allais dire, a pour objet de détourner clairement la réglementation. Si on veut synthétiser, l'appel sollicité. L'appel sollicité, c'est ni plus ni moins que la situation où c'est le prospect lui-même qui va aller dire « Moi, je veux être appelé par telle personne parce que je veux souscrire un contrat d'assurance ». Donc, comment ça se passe? Ça se passe soit parce qu'il va avoir la démarche proactive d'aller renseigner, par exemple, un formulaire dans lequel il va demander à être appelé pour souscrire un contrat d'assurance. Donc là, on comprend bien qu'on a un appel sollicité, ou alors il va laisser un message, envoyer un email ou que sais-je, dans le cadre duquel il va dire exactement « moi, je veux être appelé en vue d'échanger sur un contrat d'assurance ». Là, c'est l'appel sollicité. Donc, vous avez bien compris que c'est lui qui est à l'initiative et que par ailleurs, il faut qu'il soit à l'initiative d'un appel qui porte sur un contrat d'assurance. S'il est à l'initiative d'une demande à être appelé, mais sans avoir spécifié l'objet de l'appel, on ne sera plus dans l'exigence de l'appel sollicité. Et pour le consentement, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que le consentement, il faut évidemment que le consommateur ait consenti à être appelé, mais il faut qu'il ait consenti. Donc, ce consentement, il peut être donné, par exemple, dans le cadre d'une conversation téléphonique qu'il va avoir avec quelqu'un au sujet d'un contrat qu'il a déjà ou au sujet d'un contrat qui l'intéresse. Et puis, à la fin, on peut imaginer, c'est un peu le cadre du rebond, le téléopérateur qui va lui dire « Bon, bah, d'accord, très bien, j'ai noté tout ça, voilà. Mais vous savez, on a aussi une gamme de contrats d'assurance. Est-ce que vous souhaitez
être rappelé sur ces contrats d'assurance. Et donc là, si la personne répond oui, on est dans le consentement. C'est à ce moment-là que se pose la question de savoir si on est dans un consentement tel qu'il répond aux exigences de la réglementation ou pas. Et là, la CPR nous dit deux choses. Elle nous dit d'abord, le consentement, il doit être express, donc il doit être donné soit oralement, mais à ce moment-là, il faut qu'il soit enregistré si ça se passe au cours d'une conversation téléphonique, soit par une case que la personne va par exemple aller cocher, soit évidemment par un document dans lequel il va exprimer son consentement en signant. Mais deuxièmement, et on revient au même objet, il faut qu'il consente à être appelé pour parler du contrat d'assurance dont on va lui parler. S'il consent simplement à être appelé pour échanger sur une problématique assurantielle, mais sans identifier un contrat d'assurance ou sans notamment avoir manifesté le fait qu'il savait qu'on allait lui proposer la distribution d'un contrat d'assurance, ce n'est pas suffisant. Donc, on a bien cette notion de systématiquement l'objet qui est qu'on sait qu'on va nous parler de la vente d'un contrat d'assurance. Eh bien, écoutez, je pense que les choses sont effectivement très claires. On a eu beaucoup de questions que je transmettrai bien évidemment à Maître Besserman et à Maître Lemou par la suite. On ne va pas pouvoir tout traiter ici. Et puis, il y a des questions très spécifiques voilà, qui n'ont pas lieu d'être traitées à ce moment-ci de ce webinaire. Mais en tout cas, je vous remercie à tous de votre participation. Merci encore au cabinet Lowins pour cet éclairage qu'il nous a apporté sur le démarchage téléphonique, sur toutes ces jurisprudences dont ils nous ont fait part. Je vous invite fortement à venir suivre les formations qu'ils animent à nos côtés. Et Julien, je te laisse le mot de la fin. Un petit mot pour conclure. On essaye de faire des contenus gratuits et on espère pertinents. Avec l'Argus, on a une publication d'une veille juridique sur LinkedIn notamment. Si vous voyez passer ces posts, mettez un petit pouce. C'est sympathique, ça nous donne envie de continuer. Alors, Céline se moque, mais néanmoins voilà, on se casse la tête à faire des trucs gratuits qui tiennent la route. Ben, c'est sympa, si vous aimez ce qu'on fait, ben, de le dire et de mettre un petit pouce pour que le maximum de gens le voient. On vous remercie, vous avez été super nombreux, on est très très contents et on reviendra bientôt avec un autre sujet. Bonne journée. Avec grand plaisir pour vous accueillir à nouveau à nos côtés. Bonne journée à tous, bon appétit et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.